Avant de parler des choix énergétiques, on va rappeler un petit peu ce à quoi sert l'énergie. L'énergie, c'est un besoin. On s'en sert dans les transports, l'industrie, la vie quotidienne moderne. C'est grâce à l'énergie qu'on a pu accomplir les progrès techniques et scientifiques depuis le début de l'ère industrielle au XIXe siècle. En 1973 a lieu le premier choc pétrolier. Jusque-là, les sources d'énergie employées sont le charbon, le pétrole, pour faire rouler les trains, fonctionner l'industrie, pour le chauffage et la production d'électricité, tout fonctionne grâce au pétrole qui est utilisé sans compter. Le prix du baril s'envole brutalement et la France constate sa grande dépendance à une source d'énergie qui est stratégique. On cherche alors des solutions énergétiques alternatives. Comme dit le slogan lancé à l'époque par le gouvernement, en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. C'est la naissance de l'heure d'été pour faire des économies d'énergie. La France cherche à diversifier son mix énergétique en se lançant dans la production d'énergie nucléaire. Elle maîtrise le nucléaire militaire depuis 1960. Elle peut se fournir en uranium dans son ancienne colonie au Niger et donc elle va maîtriser maintenant le nucléaire civil. Les relevés de température dans le monde existent depuis la fin du 19e. Au fur et à mesure des années, il apparaît que ces températures augmentent au point de parler d'un réchauffement climatique. Certaines conséquences de ce réchauffement inquiètent déjà, comme la montée du niveau de la mer et des modifications climatiques possibles. En 1986, un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl en URSS explose. Un nuage de poussière radioactive s'échappe et traverse toute l'Europe. De nombreuses personnes, parmi la population russe, sont exposées à des radiations et développent ensuite des cancers. C'est cet accident qui va marquer le début d'une méfiance généralisée de l'opinion publique envers le nucléaire jusqu'à nos jours. 1988, c'est la création du GIEC. Afin de mieux comprendre le phénomène de réchauffement climatique, l'ONU crée un organisme international qui est chargé de compiler et d'analyser l'ensemble des travaux concernant le climat dans le monde scientifique pour proposer des solutions. D'abord parfois contestées, les conclusions du GIEC font désormais consensus dans les milieux scientifiques. L'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère est due à l'activité humaine. Le réchauffement climatique est directement lié à l'augmentation du taux de CO2 et le réchauffement climatique est bien réel. L'analyse de calottes de glace permet de remonter aux valeurs de température sur Terre il y a jusque 10 000 ans et jamais la Terre n'a connu dans son histoire un réchauffement aussi brutal que celui que nous sommes en train de vivre. Si on regarde la consommation d'énergie primaire dans le monde, depuis le début de l'ère industrielle, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a consommé de plus en plus d'énergie fossile, gaz, charbon et pétrole. Et ce sont celles-là même, ces énergies-là, qui dégagent du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Dans le mix énergétique mondial, 80% de l'énergie primaire produite est d'origine fossile. Alors on ne peut pas continuer à produire et consommer de l'énergie de cette façon-là, une transition énergétique devient indispensable. Les ressources fossiles sur Terre sont épuisables. La question n'est pas seulement comment est-ce qu'on va produire de l'énergie quand on aura brûlé tout le pétrole, mais plutôt comment est-ce qu'on va vivre lorsque la Terre sera en surchauffe. Parce qu'on est arrivé dans l'ère de l'après-pétrole. La courbe orange sur ce graphique indique un pic de découverte de champs pétrolifères dans les années 80. Il y a de moins en moins de découvertes de gisements de pétrole dans le monde depuis cette date-là. Les conséquences du réchauffement vont se préciser, la modification du régime de précipitation, des épisodes de sécheresse, la fonte de la banquise et des calottes glaciaires, le dégel du pergélisol qui va libérer du méthane, qui est un gaz aussi à effet de serre, des phénomènes météo de plus en plus fréquents et de plus en plus violents,
la montée du niveau de la mer, etc. Une prise de conscience mondiale concernant le climat apparaît alors alimentée par des groupes écologistes et puis certaines personnalités comme Greta Thunberg. Le GIEC envisage plusieurs scénarios de réchauffement de la Terre. Et là on arrive à une date charnière, là où commence chacun de ces scénarios. Il faut une transition énergétique, mais il faut aller vite. C'est une course contre la montre, parce qu'à chaque seconde, dans le monde, plus de 1000 tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère. Le GIEC fixe alors un objectif, contenir le réchauffement à 1,5 degré au cours du XXIe siècle. Le problème, c'est qu'on n'est qu'en 2020, et ce réchauffement atteint déjà plus 1 degré par rapport à l'an 2000. En 2015, la conférence sur les changements climatiques, dite COP21, se déroule à Paris. Un accord historique y est signé par 175 pays, fixant à un maximum de 2 degrés de hausse pour la fin du siècle, mais en visant toujours l'objectif du GIEC de 1,5 degré. Cependant, 2 ans plus tard, Donald Trump annonce finalement le retrait des USA de cet accord. Et en 2020, les 3/4 des pays signataires n'ont pas encore respecté l'accord. Parmi eux, les plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Alors quelle solution avons-nous? Chaque pays a fait des choix énergétiques, suivant ses capacités et ses intérêts économiques. On va comparer le mix énergétique de 2 pays. D'abord la France. On se rend compte qu'il y a 42% de l'énergie primaire consommée qui est issue de combustible nucléaire. 48% est issu de combustibles fossiles. Ensuite l'Allemagne. Elle n'a que 6% d'énergie primaire qui provient du nucléaire, mais 81% est d'origine fossile. Alors l'exemple allemand est particulièrement intéressant. Suite à l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, et faisant face à une opinion publique pro-écologiste, Angela Merkel décide de planifier la fermeture de toutes les centrales nucléaires allemandes en une dizaine d'années, d'ici 2022. L'électricité allemande provient essentiellement de ces centrales à charbon. Mais quelques années plus tard, en 2019, l'Allemagne décide de mettre un terme également à ces centrales très polluantes d'ici une vingtaine d'années, donc d'ici 2038. Elle mise désormais sur un développement massif des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. Alors est-ce que l'Allemagne est un modèle à suivre en matière d'écologie? C'est pas forcément si simple, parce que justement en 2019, une contestation grandissante de l'éolien se fait jour en Allemagne. Les coûts explosent, les riverains ne veulent plus de ces éoliennes bruyantes, il y a des effets néfastes sur la santé en raison des infrasons qu'elles produisent. Des protecteurs de l'environnement refusent désormais l'implantation d'éoliennes qui dénaturent le paysage. La porte de sortie passerait désormais par un développement de l'énergie solaire. Mais ces 2 modes de production d'énergie renouvelable ont d'autres défauts. Leur fonctionnement n'est pas continu, il faut du vent, du soleil, leur coût est important et ils fournissent relativement peu d'énergie. La transition énergétique allemande, elle est focalisée sur la production électrique. D'ici une vingtaine d'années, la production d'énergie électrique sera entièrement verte en Allemagne. Mais son mix énergétique comporte une grosse consommation de pétrole et de gaz en raison du mode de chauffage. Ce dernier reste un des principaux secteurs d'émissions de CO2. Sur ce dernier plan, la France s'en sort mieux, puisqu'un logement sur 2 est chauffé à l'électricité qui est produite dans des centrales nucléaires. Alors voilà la délicate équation que chaque gouvernement dans le monde doit résoudre. Comment remplacer les énergies fossiles par des énergies qui n'émettent pas de CO2? L'énergie verte n'existe tout simplement pas. Chaque type d'énergie va comporter un certain nombre d'inconvénients et d'impacts sur l'environnement, que ce soit au moment de l'exploitation des matières premières
au moment de la construction ou du recyclage des installations. Ce qui est certain, c'est qu'à l'avenir, l'énergie sera plus rare, donc plus chère. Nous allons devoir apprendre à économiser. S'il y a une transition énergétique, le vrai défi, ce sera surtout celui de la décroissance énergétique.